Bonjour et bienvenue sur Investi, épisode 23. Aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur d'être commandités par BNC, la Banque nationale. Et nous recevons Marc-Antoine Quentin, PDG L'Ange Québec. Je vous souhaite à tous un excellent épisode. Enchanté, salut. C'est quoi un ange? C'est comme un dragon? Ben, c'est comme un dragon en ce sens qu'on investit dans des startups early stage. Souvent, c'est des compagnies amorçage, pré-amorçage. Mais il y a une grosse différence entre les dragons et les anges, là, en ce sens que nous autres, il n'y a pas de déguisement et de gens qui pleurent sur le stage. Là. Si tu fais ça, tu es probablement automatiquement disqualifié. Il te coupe au montage. Il te coupe au montage. Puis, tu sais, il n'y a pas de... On te donne une valo on the spot de 30 secondes pour réfléchir, puis il n'y a pas de personne qui crie « I'm out ». Nous autres, quand on rencontre des investisseurs, c'est qu'ils lèvent du financement avec des objectifs et un roadmap vraiment défini. Puis, tu sais, il peut se passer peut-être 2 mois entre la première rencontre avec un investisseur, un entrepreneur pour sa start-up, puis vraiment le dépôt d'une lettre d'offre où, regarde, nous autres, on mettrait une valo comme ça sur ta business. Ça va être les termes de la ronde. Ça va être tel instrument. On va rentrer en action privilégiée et tout. Donc, ça, c'est très différent. Puis, ils vont aller chercher notre argent pour notre expertise, puis pour vraiment financer la croissance. Donc, c'est pas un show de télé. Là. Donc, personne ne va aller chercher de l'argent de nous pour une exposure médiatique. Oui, exact. Comme ils vont peut-être aller le faire au Dragon, ils vont dire « Hey, si moi j'ai tel investisseur, check bien l'exposure, ça va me donner. » Puis même si le deal ne se fait pas, il y a tellement de monde qui m'ont vu à la télé que c'est ça. Une autre différence qui est assez majeure, c'est qu'au Dragon, on voit beaucoup de produits de consommation, tu sais, de toutes sortes. Nous autres, en Angel Investing, vu qu'on cherche des entreprises qui vont scaler rapidement, ça va être beaucoup de la technologie beaucoup plus avancée, du deep tech ou de la technologie. C'est des produits, c'est de la techno. Là, un podcast comme Investi, tu vois ça du média ou? Un podcast. Pour aller pitcher. On pitch, là. On t'a invité pour ça. Tu sais pas, là, mais Ben, écoute, ça dépend. Je sais pas, tu sais. Ça dépend de nos chiffres. Ça dépend de tes chiffres. Ben, ouais, malgré qu'on regarde, tu sais, on voit beaucoup de business, tu sais, que c'est dur des fois, t'as pas de chiffres encore, tu sais. C'est quoi le pourcentage? Mais tu peux-tu scaler rapidement, puis tu peux-tu sortir du Québec et avoir un marché adressable immense, là, tu sais. Okay. C'est plus ça la question. Là. À date, non. Je te dirais à date, non. Okay. C'est quoi le pourcentage, mettons? Mais j'aimerais l'entrepreneur. On va en parler tantôt de ta pondération. Oui. Ça, c'est une des affaires qui m'a plus fasciné. Mais la quantité de business qui viennent nous voir, il y en a combien, mettons, que tu dirais qui ont déjà des revenus? C'est-tu fréquent ou c'est... Tu sais, c'est dur de le faire dans un certain pourcentage. Ça dépend du secteur. Admettons que, c'est là, je parle un peu avec notre jargon, là, du B2B SaaS, là, du business de logiciel qui vend business to business. Ben, tu sais, nous autres, quand on va financer ça, on veut voir de la traction. Fait qu'on va dire souvent, OK, tu as peut-être juste 500 000 de revenus, mais si l'année passée, tu en avais 100 000, moi, j'aime l'attraction. Oui, puis si tu en vas sur 1 million, ça, c'est cool. Mais tu sais, on a des secteurs où nous autres, on a beaucoup d'anges qui aiment les sciences de la vie. Fait que si tu as un dispositif médical, que là, tu sais, ben là, j'ai pas de revenus encore parce que avant ça, je le fasse tester ses cochons. Si je ne tue pas de cochon, je vais tester sur 5 humains. Si je ne tue pas 5 humains, je vais le faire sur 50 humains, puis après 200 humains, puis 200 millions plus tard, ben, je suis prêt à vendre mon dispositif médical parce que je suis approuvé par la FDA. Mais là, tu es pré-revenu tout ce temps-là. Oui, exact. Tu n'évalueras pas une business comme ça sur ses revenus. Tu vas dire, est-ce que c'est un dispositif médical révolutionnaire? Puis là, il y a un Medtronic qui va payer 2 milliards pour ça quand je vais être dérisqué avec une... Parce que sinon, il n'y a pas de revenus pendant longtemps, puis énormément de revenus après. Ou probablement, tu te fais acheter avant de faire les revenus. Oui. Parce que là, tu as dérisqué, puis là, tu as ta approbation FDA, puis là, une compagnie qui a déjà tout le réseau mondial pour le marketer, ils vont dire, voici ton chèque, puis... Merck arrive, Pfizer, maintenant. Moi, je le mets dans mon réseau. Là, oui. Hey, un petit elevator pitch de 15 secondes. Qui est Marc-Antoine Quentin? Marc-Antoine Quentin, c'est un CPA qui a quitté sa job chez EY pour acheter une business à Québec de poêle et foyer avec son frère en 1999, puis qui a runné ça pendant 25 ans, puis qui fait du angel investing depuis 6 ans. En 12 secondes, c'était merveilleux. Wow. C'est un des plus beaux elevator pitch que j'ai eu. Ma vie est simple quand même. Comment je fais pour devenir un ange? Ben, probablement que si tu vas sur le site d'Ange Québec, on a notre courriel, puis tu peux nous écrire. Puis c'est sûr qu'on va te rappeler. Mais c'est qui peut devenir un ange? Ben là, c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'on va rappeler tout le monde. Mais pour devenir un ange, il faut que tu aies le profil de devenir un ange. Parce que nous autres, ça ne tente pas d'avoir des gens qu'après 1 an, ils vont se désengager du réseau parce que ça ne rencontrait pas qu'est-ce qu'ils s'attendaient. Fait que, en partant, c'est sûr qu'il y a des critères financiers. Là, dans le sens que
c'est du capital de risque, là, risque étant quand même le mot-clé. C'est prouvé que ça peut être la catégorie de rendement la plus intéressante, mais pour ça te prend de la diversification parce que 80% de ton rendement va être fait avec 20% de tes entreprises en portefeuille. Je pensais même moins que ça. Mais peut-être même moins. Là. Tu sais, un paye les 9 autres. Oui, je fais une rule of thumb rapide. Là. Ouais. Mais mon point, c'est que ça te prend de la diversité. Donc, théoriquement, les fonds de capital de risque, là, c'est entre 20 et 30 entreprises en portefeuille par fonds pour avoir le rendement idéal. Fait que là, nous autres, on va dire à des anges, des gens qui veulent rentrer, ben, si tu n'es pas prêt à avoir au moins 10 entreprises en portefeuille, tu n'as pas vraiment de diversité. Mais c'est 25 000 par entreprise, il faut que tu investisses. Minimum. C'est minimum. Fait que là, tu es à 250 000, puis tu veux te garder de l'argent pour des réinvestissements parce que quand tu as des winners dans ton portefeuille qui relèvent des rondes de financement, puis toi, tu as des droits de préemption qu'on appelle où tu peux racheter des actions, puis il y a juste toi qui as le droit d'en racheter. Ça, c'est une affaire que je n'avais pas compris au là, début. Faut que tu veux une remettre sur les meilleures bêtes. Mais là, tu es content d'en avoir gardé. Fait que, admettons que tu te dis, c'est un 400-500 000, il faut que tu mettes. Puis ça ne devrait pas représenter peut-être plus que 5 à 10 de tes avoirs nets comme catégorie d'actifs. Ben là, les gens font le calcul, ils disent, OK, moi, si j'ai pas 5 millions d'avoirs nets, c'est peut-être serré pour faire du angel investing. Ouais. Oui. Là, il y en a qui nous disent, ouais, OK, je comprends, c'est peut-être pas pour moi. Moi, je pensais peut-être mettre une 50 000 $ là-dedans ou 75 000 $. Là, ce qui est nouveau, c'est qu'on a créé les fonds Elevia. Oui. Parce que là, c'est un genre de FNB. Oui. Puis avant, on n'avait pas cette alternative-là. Fait que là, c'est un fonds qui co-investit avec les anges. Fait que quand nous autres, les anges, on fait un investissement dans une compagnie, que nos anges mettent un bon montant dedans, mettons collectivement 250 000 et plus, on a un rapport de vérification diligente, on a tous les droits à l'information qu'on a besoin, bien, ce fonds-là va automatiquement déployer un montant dans la même start-up. Mais toi, pour rentrer dans ce fonds-là, ça te coûte 25 000 pour rentrer dans le fonds. C'est un fonds annuel qui va déployer dans environ 10 compagnies sur 12-18 mois. Puis là, si tu fais 3 fonds annuels de 25 000 chacun, bien après 75 000, tu es dans 30 compagnies. Mais pour avoir eu 30 compagnies en direct, il aurait fallu que tu déploies 750 000 $ avant même de réinvestir. Fait que là, on rend ça accessible comme catégorie d'actifs à des gens qui le faire en direct, c'était peut-être moins le... Moi, c'est le bout de réinvestissement que j'avais pas compris. J'avais pas compris que s'il ne lève pas une autre ronde, une deuxième ou une troisième, c'est probablement parce que la compagnie a fait faillite ou a fermé. Fait que moi, au début, j'étais comme, hey, j'ai 100 000 à mettre, j'ai investi dans 3 entreprises, OK, mon 100 000 est parti. Là, après ça, je rencontre des gens d'expérience comme toi qui ont à peu près une trentaine d'investissements, si je ne me trompe pas. Ouais. Là, je commence à comprendre que j'ai fait une erreur. Puis, tu sais, t'en as que c'est des belles compagnies, tu veux rebattre, puis exemple. Puis ça veut pas dire que tu es obligé de réinvestir, mais exemple, sans nommer de nom, parce qu'il y a des informations confidentielles, on parlait des dispositifs médicaux. On est dans une compagnie montréalaise qui va très, très bien. Leur dernière ronde de financement, ils l'ont levé à 150 millions US de valeur. Wow. Okay? Ça s'est présenté quand, ça, en Québec? Je pense que nous autres, à combien, on est rentrés il y a 5 ans, puis on n'était pas les premiers. Il y en a qui sont rentrés peut-être à 5 millions de valeur. Puis là, nous autres, peut-être qu'on est rentrés à 15. OK, quand même. Mais là, tu as rentré à 15, mais là... eux autres, après, ils ont développé, puis là, ils ont montré une ronde à 50 millions de valeur, puis là, 150 millions de valeur parce qu'elle a progressé. Fait que là, toi, t'es content d'avoir rentré à 15, puis là, t'en remets, Normie, quand elle l'a raisé à sinon, 50. Dilué. T'aurais été dilué, mais t'as déjà créé quand même de la valeur, fait que t'es pas obligé d'en remettre. Mais là, elle va tellement bien, cette compagnie-là, tu te dis, Colin, si elle raise à 150, moi, j'en remets à 50, tu sais. Là, tu te dis, c'est facile en rétrospect. Tu te dis, crime, j'aurais dû en mettre plus quand on raisait à 15. Mais c'est passé. C'est passé parce qu'elle aurait pu mourir aussi. Puis tu aurais dit, j'étais content d'avoir limité mon bet. Je pense la même chose de Nvidia en 2015. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, t'es content de réinvestir dans ton winner. Puis la compagnie, elle relève pas des fonds parce qu'elle va pas bien. Elle relève des fonds parce que dans son roadmap, là, je suis rendu, j'ai pas tué de cochon, j'ai pas tué les 5 humains. Là, il faut que je teste sur 200 humains. Puis si j'ai ça, ben là, la compagnie approuvée FDA, puis là, je peux faire une sortie à 2 milliards. Fait que là, tu t'en remets à ce niveau-là parce que c'était déjà prévu qu'elle levait des fonds pour ces études cliniques-là. Elle va pas toutes les lever d'avance parce que le fondateur se serait bien trop dilué au début. Tu sais. Ça n'aurait pas eu de bon sens. Fait que tu average up parce qu'à 250 millions ou à 150 millions, c'est encore une aubaine dans l'optique que ça fait un exit. Mais il y en a que quand ils sont rendus à des gros montants comme ça, il y a des gros fonds de VC, admettons, qui arrivent comme ça dans cette compagnie-là. Tu sais, si vous suivez le stock market un peu, KKR est rentré. Là, OK. Okay? Fait que là, quand tu as des gros comme ça, il y en a qui pourraient racheter du monde dans le secondaire. Fait que toi, peut-être que tu es rentré à 5 millions, ils relèvent une ronde, tu as fait 15 fois ta mise, puis là, KKR, au lieu de tout injecter l'argent dans la compagnie, il offre à certains investisseurs, « Hey Derek, moi, j'en rachète dans le secondaire,
je t'achète tes actions. Puis là, peut-être, toi, tu vas sortir à 15 fois Ouais. la mise à ce moment-là avant d'attendre un exit parce que tu veux. Mais mettons, je veux pas. Ils peuvent-tu dire, je t'aime pas à faire de règles, là, ton argent va Non, ça, ils Ah, font mais pas ça ça. se peut. Faudrait qu'admettons que la compagnie a levé des fonds, puis là, il n'y a aucune compétition. C'est soit ça c'est soit ça où ils vont mourir. OK. Puis là, celui who owns the gold rules, là, Ouais. ben, si c'est le seul à déposer, il va imposer ses conditions. Il va dire soit que vous mourrez, moi, voici mon chèque, puis voici mes conditions. Derek, j'aime pas la face, lui, il est out. Puis, Ça se peut que je sois le premier. Dans le film, je suis le premier. mais, tu sais, ça peut arriver, mais c'est des compagnies plutôt qui vont mal. Comme dans l'exemple de cette compagnie-là, on était fiers dans cette compagnie-là parce que les Américains sont arrivés un peu avec leurs gros sabots. Ils disaient, on va imposer telle condition et tout. Puis vous avez besoin de notre argent. Puis nous autres, on aimait tellement l'entrepreneur que l'entrepreneur, il a fait un peu petit pied de nez aux Américains. Puis il a dit, ben finalement, tous mes investisseurs du Québécois comblent la ronde. J'ai pas besoin de vous autres. Oh, Puis on a tous comblé la ronde mic au drop. Québec. C'est rare que ça arrive à des valos comme ça. Yeah. Fait que c'était à quel point les gens supportaient l'entrepreneur. Puis, est-ce que c'est l'entrepreneur, mettons, ou c'est le secteur? Tantôt, tu parles de biotech actuellement. Pourquoi, mettons, ce secteur-là en particulier? Est-ce que en bourse, d'habitude, c'est souvent vu comme étant. C'est risqué. Est-ce que vous avez beaucoup d'anges qui sont dans ce secteur-là et qui ont travaillé là-dedans? C'est tellement niché comme secteur. Très bonne question. Ben, il y a beaucoup, tu sais, c'est presque 40 de nos deals qui sont en sciences de la vie. Là, je dis sciences de la vie, biotech, tu sais, il y en a qui vont dire biotech, c'est comme un sous-segment des sciences de la vie. Mais quand je parle de sciences de la vie en général, MedTech. oui, MedTech, des dispositifs médicaux ou des plateformes pour le médical ou de la recherche et tout. 40 Pourquoi? des leads, c'est De la science de la vie. Puis c'est des compagnies québécoises au complet? Oui. Puis pourquoi? C'est particulier. On a 4 universités à Montréal. Il y a énormément de sciences de la vie qui se fait puis de recherche. Tu sais, dans l'écosystème de Montréal, là, 4 universités, 2 anglophones, 2 francophones. Tu sais, C'est crée gros. de la recherche. Là, Oui. puis on a des médecins qui rentrent, parfois comme ange investisseur, des gens qui ont fait des exits dans les sciences de la vie. Fait qu'eux autres, ils ont une expertise là-dedans. Fait qu'ils amènent du deal flow parce qu'ils connaissent des incubateurs. Puis ils aiment ça quand il y a des dossiers dans les sciences de la vie parce que là, on est capable d'aller trouver de l'expertise dans nos anges en sciences de la vie. Fait que, tu sais, la Colombie-Britannique est un gros hub de sciences de la vie, puis le Québec est peut-être le deuxième hub en sciences de la vie vraiment intéressant. Là. Bon, Toronto, c'est toujours un hub de tout, là, mais en sciences de la vie, à Montréal, c'est quand même un écosystème très développé. Trouves-tu qu'il y a des secteurs, des hubs, encore une fois, qui, selon toi, qui auraient du potentiel à Montréal, mais que tu vois que c'est comme pas encore rendu là? Je dirais que la différence que je vois, c'est que des hubs en particulier, tu sais, l'AI, il y a beaucoup d'AI quand même à Montréal, puis on a du potentiel dans plein de trucs. Je vois pas de. Tu sais, ça fait peut-être pas assez longtemps que je suis là-dedans pour voir des tendances. Là, mais l'écosystème en général de Montréal, c'est assez unique. Là, comment on supporte les startups, le angel investing. Tu sais, en Québec, c'est le plus gros réseau d'anges au Canada, mais par une grosse marge. Et on est combien dans il y a Québec? au-dessus de 200 réseaux d'anges, je crois, aux États-Unis, et on est 5e en Amérique du Nord. Wow. Tu sais, je veux dire, c'est parce qu'on est très supporté dans l'écosystème des startups. L'espace CDPQ, ce qu'on est, où il y a 30 fonds de capital de risque, là, un hub comme ça, là, de 30 fonds de capital de risque, là, c'est assez unique au Canada. Ouais. Il y a combien de gens, juste pour donner une idée de grandeur aux gens? Là, présentement, on est 165 anges à peu près, OK. investisseurs. Puis des fois, on parle à des réseaux qui sont plus âgés que nous. Puis hey, nous autres, on est 75 ans, je veux dire. Oui. Puis vous autres, Ange Québec, tu sais, petit réseau du Québec. Puis là, quand on leur dit nos metrics, ils sont comme OK, vous êtes quand même un bon réseau. Mais tu sais, il y a des réseaux, des fois, dans des territoires, c'est très fragmenté. Tandis qu'au Québec, on est le seul réseau d'anges organisé. Fait que, tu sais, on est vraiment plus comme un réseau. On n'est pas fragmenté en 10 réseaux au Québec. On retourne aux investissements. Tu en as fait une trentaine en tant qu'ange. C'est quoi ton premier? Est-ce que tu t'en rappelles? Oui, tu te rappelles toujours de tes premiers investissements, surtout si tu t'es planté avec. Mais ça donne que lui, je ne me suis pas planté. C'est drôle parce que le premier investissement que j'ai fait, c'était même pas une compagnie du Québec. Parce que 90 de nos deals sont au Québec. Mais parfois, dans le réseau, on a des gens avec qui on co-investit. Puis ça, je me rappelle qu'il y avait MedTech Plus, comme un fonds en sciences de la vie, qui pouvait rentrer dans une ronde, puis il restait de la place d'une compagnie ontarienne qui s'appelait Seamless MD, qui faisait une plateforme pour le digital, pour les hôpitaux, où, avant ta chirurgie,
ils te suivent tout sur une plateforme digitale, puis post-chirurgie, t'as-tu mal et tout, ils te suivent tout sur une plateforme digitale. Fait que, en faisant ça, ils évitent que tu n'arrives pas préparé à ta chirurgie. Fait que ça évite des chirurgies annulées. Puis t'imagines qu'aux États-Unis, quand c'est des hôpitaux qui roulent pour les profits, eux autres, des chirurgies annulées, ça coûte cher. C'est pas comme un rendez-vous à coiffeuse. Quand tu reviens pour rien, puis finalement, tu es correct, puis ils te réadmettent pour juste vérifier une plaie, bien, s'ils peuvent éviter une réadmission, mais c'est des coûts qui sauvent. Fait que ça a été mon premier investissement. Puis lui, ce CEO-là, il est vraiment top. Là. Lui, ça existe encore aujourd'hui? Il est devenu cash flow positif rapidement. Puis là, il a plus de 5 millions de revenus. Puis c'est un des meilleurs investissements. Fait que ça a été mon premier, mais lui, je l'adore. OK. Bon. Y en a-tu un que tu adores un peu moins, que ça a moins bien été? J'en ai perdu 3-4 à date. Là, à 100%? 100%. Faillite. OK. C'est pas si pire. 3-4 sur 30? Pas si pire, mais tu sais... Bon. Ouais, c'est bon. C'est pas mal bon. Ce qui est démoralisant un peu dans l'angel investing, on comprend que c'est sûr que tu vas perdre... Tu sais, c'est les pas bons que tu vas perdre en premier. Tu vas perdre des entreprises avant de faire des exits parce que les bonnes, ils survivent. Fait que ils vont rester plus longtemps. Fait que, tu sais, les pas bons, c'est sûr que tu perds en premier. Fait que tu es toujours dans les 5... Vu que les sorties moyennes, c'est après entre 7 et 9 ans en moyenne, tu comprends que c'est plate parce qu'au début, tu en perds dans les 3-4 premières années, les pas bons, puis tu n'as pas encore fait de sortie. Fait que t'es comme, j'ai hâte de faire une sortie, j'ai juste perdu mais éventuellement, tu sais, les sorties arrivent. Là. Quand tu dis sortie, c'est une vente, un IPO, un série A? Ça peut être plusieurs scénarios. C'est un stratégique qui arrive, qui achète leur start-up parce qu'il est rendu plus loin. Fait que là, tu as une sortie, tout le monde se fait acheter. Ça peut être une compagnie qui va dans un IPO. Okay. Ça peut être une compagnie que tu te fais racheter dans le secondaire. C'est un gros fonds qui arrive. Puis lui, il veut l'amener à l'IPO, mais il te donne une bonne opportunité de vendre tes actions, puis eux autres vont continuer avec eux, puis ils wipe out tout le monde. Ils n'aiment pas Derek. Pratiquement, tu as 3 façons d'être liquide. Ouais. Sinon, c'est illiquide. Ouais. Est-ce que mais la grosse partie du temps, c'est un acquéreur qui arrive qui achète la start. Il y a eu pas mal d'exits d'IPO dans Orange Québec? Pas tant que ça, c'est plutôt rare. Il y en a eu des belles. Dialogue, qui est une belle. Probablement que Nouvy, qui est devenu un IPO, d'après moi, ils ont commencé avec du Angel Investing. Oui, qui ont été rachetés privés. Oui, après, ils ont été privatisés, comme Dialogue aussi, qui a été reprivatisé après. Ça a été des sorties publiques récentes, admettons, tu sais, que moi j'ai connues. Mais j'étais pas investisseur dans Dialogue, ça c'était avant. Mais je connais les gens fondateurs de Dialogue, puis ça c'est une compagnie en portefeuille de WildStar, qui est un fonds d'investissement aussi à l'espace CDPQ. Puis, mais tu sais, même Jeff Bezos là, d'Amazon, là, lui, quand il voulait vendre des livres sur Internet, puis c'était une idée un peu weird, là, lui, il n'avait pas d'argent. Il est allé, je pense, je me rappelle pas le nom, je pense 40 réseaux d'anges qu'il est allé voir. Puis il est tombé sur un réseau d'anges il y a 20 anges qui ont dit on te donne 50 000 chacun. Il a eu son premier million des Angel Investing. Puis ça a parti à Amazon. Puis il a donné 20 de sa compagnie. Les gars sont probablement tous devenus milliardaires, là, mais tu veux tout le unicorn. Il y a des belles compagnies qui n'ont pas IPO comme Oxio, qui est devenu maintenant Gaia, mais qui ont vendu à 100 millions. Ouais, mais ça, as-tu déjà vu l'histoire du fondateur de ça? Marc-André. On l'a eu en conférence. Puis c'était pas un gars qui voulait mettre de l'Internet dans le Grand Nord. Puis... Oui, mais j'ai le droit de le dire parce que il a publicisé son histoire. Mais lui, quand il a eu son offre à 100 millions, il était à une semaine de manquer de cash puis fermer la compagnie. Damn. J'ai pas lu ce bout-là. Ouais. C'est fascinant, son histoire. Mais lui, il est exceptionnel, honnêtement. J'ai parlé 2 minutes, j'ai tout de suite vu qu'il y a quelque chose de différent. Mais lui, ça a été une méchante ride. Puis les anges, on a plusieurs anges qui ont fait une très belle sortie avec lui. Je comprends. Puis, il dit ça a été un roller coaster. Il a changé d'idée, il a pivoté. Puis je vais t'en compter une maintenant que tu apportes ce point-là. Quand je suis rentré chez Ange Québec, il y a un des chums à mon frère, le mari de quelqu'un qui était sur une fondation avec mon frère à Québec, il dit « Hey Marc, tu sais, le mari de telle personne, il est CFO, je ne sais pas quelle position, dans une compagnie qui s'appelle Oxio. Puis là, ils ont besoin d'argent. Puis il ouvre ça à Friends and Family. Il serait prêt à nous faire un ticket. » Fait qu'on a regardé tous les papiers. Puis c'était un petit peu... J'avais un peu moins d'expérience, fait que je suis un petit peu têteux sur des détails que je gosserais moins aujourd'hui. Puis j'ai hâte d'entendre là, je trouvais que, les papiers, Fait
Fait que j'ai dit, Jean, je pense qu'on va passer là-dessus. Puis ça, c'était Oxio, tu sais. Fait que. À combien de valorisation? Tu rentrais assez early, j'aurais fait un bon montant, mais nous autres, on a passé dessus. J'aurais fait 100X. Mais non, le pire, c'est que j'aurais sorti genre 2 ans après, tu sais. Au lieu d'attendre. Oui, parce que ça a été vite. Oui, ça a été vite. Mais là, tu sais, tu peux pas toutes les. As-tu vu la progression de Gaia, sa nouvelle entreprise? Ouais. C'est hyper growth. Fait que je l'ai manqué. Là. Ouais, c'est fou, là. En tout cas, cette Y équipe-là. a-tu pas mal de compagnies, selon toi, maintenant, qui vont plus en bourse à cause que private equity s'est rendu tellement populaire depuis les dernières années, puis les rendements sont pas mal meilleurs, souvent, quasiment, les marchés privés. Ouais. Mais ça a-tu changé quelque chose, ça, selon toi? Qu'est-ce que tu vois? Tu sais, pour les startups, early stage, je pense pas parce que, tu sais, s'il n'y avait pas du angel investing ou des fonds de capital de risque early stage, il n'y a aucune banque qui finance ça. Je crois que ce qui arrive avec les IPO, c'est quand il y a du capital privé, puis c'est plus démocratisé, c'est plus facile de l'accéder via des plateformes et tout. Ce qui arrive, c'est que devenir une compagnie publique, moi, j'en ai connu qui sont devenus publics, puis après, ils se sont privatisés, puis ils étaient trop petits un peu, puis ils ont dit, c'est l'enfer être public, là, le red tape, les règlements. Vivre au trimestre. Vivre au trimestre, le temps que tu passes pour la reddition de compte, puis tu sais, tout le monde, puis là, tu vas peut-être te faire poursuivre parce que le speech que tu as dit sur le prochain quart, à peu près la guideline, tu as oublié de... Tu sais, il y a des gens qui disent, gars, il faut vraiment que j'aie besoin des capitaux publics pour me taper ça. Fait que je suis capable d'avoir dans le privé, puis il y a de l'appétit pour le privé, je vois pas pourquoi j'irai au public. Là, je peux avoir le cash, puis... As-tu eu une chance de rentrer public avec SBI? Tu as quand même monté à 300 employés, 85 millions de chiffre d'affaires. Mais c'est même pas quelque chose qu'on aurait considéré parce que c'est zéro sexy. Business traditionnel, dans une niche de marché. J'aurais toutes les parts de marché que je veux, j'aurais peut-être une business de 200 millions. Avec tout le coût d'être une compagnie publique, c'est juste pas un play pour être public. Je serais allé voir quelqu'un pour me rendre public, là, un investment banker, puis il aurait dit cancel le projet. Là. Surtout, T'es à la bourse depuis une douzaine d'années, c'est ça que tu me disais? Ben, non, j'ai acheté mes premiers stocks à 12 ans. Oh, OK, 12 ans, pas une douzaine d'années. De la compétition aussi. Ouais. Parce que moi, j'avais un père qui était très axé. C'est légal d'acheter à 12 ans? Non, mais je les achetais via un compte Intrust que mon père avait créé chez un courtier. Au téléphone, genre, tu faisais un coup de téléphone. Puis là, il fallait que tu parles à un broker dans le temps. Ben oui. Puis là, mon père, il était très axé sur l'épargne. Puis à partir de 12 ans, ben, tu sais, là, t'es là que t'as accumulé de l'argent de Noël, puis des petites affaires comme ça. Là. Puis là, mettons, tu te rapasses à 1000$ dans ton compte de banque ou 750$. Fait que là, mon père m'avait ouvert un compte Intrust de courtage. Puis il avait dit, ben, gars, tu peux peut-être t'acheter un petit stock, puis commencer avec ça. Je pense que c'était Bell Canada, la première compagnie. Puis là, ben, ça m'avait donné le goût. Après, là, tu recevais le journal, puis tu regardais le quote le lendemain matin là, pour savoir c'était combien. Là, aujourd'hui, c'est archaïque. Tu n'attends pas le journal pour savoir le stock est fermé à combien. Là, puis après, ça a évolué. Puis quand j'ai commencé ma carrière, je me rappelle, j'avais un compte, puis c'était Action Direct de Banque Royale, je pense. Parce qu'on appelait au téléphone, puis là, on punchait les chiffres du sticker sur le clavier. Puis là, ça disait Bell Canada. $32. OK, fait que tu pesais 3 fois sur le 1 pour le C, mettons. Comme un texto. Tu mettais le sticker BCE. Puis là, ça te donnait la quote. Puis là, nous autres, c'était next level. On avait les quotes au téléphone. Tu sais, pas besoin d'attendre le journal le lendemain. Ça me vieillit un peu. Là, mais non. Mais c'était-tu ton père qui payait les taxes si t'avais des gains en capital? Ben, j'étais en bas du seuil imposable, fait que c'était un non-issue. Ah oui, dans ce temps-là, c'était-tu 32 000 ou c'était sûrement moins que ça? Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'était pas... OK. C'est quoi la différence entre un investisseur boursier et un ange investisseur, mettons, en une différence ou deux, ou ce que tu vois rapidement? Là? Ben, c'est 2 catégories d'actifs différentes. Une catégorie liquide que tu veux avoir, tu sais, le gros de tes actifs, tu veux probablement les avoir dans le marché boursier pour ta retraite à long terme et tout, puis que tu es dérisqué, si tu veux, même s'il y a des swings. Angel Investing, c'est une catégorie que tu peux avoir un meilleur rendement, mais c'est une catégorie beaucoup plus... qui demande beaucoup plus de temps, puis il faut que tu veuilles investir du temps là-dedans. Mon meilleur exemple, là, que je dis parfois aux gens, c'est si t'aimes mieux acheter tes tomates à l'épicerie que les faire pousser, là, reste tout en bourse. Comprends-tu? Mais si tu aimes ça faire pousser tes tomates, ben peut-être que tu vas avoir une partie d'Angel Investing. Tes tomates vont coûter meilleur, tu vas être en meilleure santé, mais il faut que tu aimes ça, planter ta graine, faire ton potager au printemps, les arroser.
S'il fait trop froid, t'es couvres, puis là, tu regardes tes plants pousser, puis t'es bichonnes un peu. Oui. Ça, c'est l'angel investing. Mais ça se peut que la vermine pogne dedans, Oui. puis que tu n'aies aucune récolte. Ouais. Que, Si ça, faut t'aimes le pas dire. ça, faire pousser tes tomates, puis ça te stresse, va à l'épicerie. Mais OK. nous autres, qu'on fait de l'angel investing, sur une partie de notre capital, on aime ça faire pousser nos tomates. On aime ça s'impliquer avec des entrepreneurs. On aime ça les coacher. On aime ça regarder leur pitch deck. On aime ça quand ils nous appellent s'ils ont des problèmes, mettre à contribution notre réseau. Ça, c'est investir pour s'investir. C'est ça qu'on dit souvent à Change Québec. OK. Fait que c'est pas tout le monde. Fait que la commodité qui vaut le plus cher pour nous quand on a un nouvel ange investisseur, outre le fait qu'il peut déployer du capital, c'est son temps. C'est la personne. Es-tu prête à mettre de ton temps disponible pour l'entrepreneur? Est-ce que tu peux participer à des discussions sur une start-up qu'on a vue? Je te donne un exemple. Je pense qu'on s'en était déjà parlé, mais mettons, moi, je suis un généraliste. Je suis venu, même si chaque compagnie est une entreprise technologique aujourd'hui, là, on avait des robots puis de l'automatisation. Fait que même si on est une entreprise traditionnelle, mais je ne suis pas un gars qui vient de l'AI ou du software. Fait que, mettons, je regarde une compagnie qui a une couche d'AI maintenant, parce qu'ils ont tout ça maintenant, là, où ils disent. Puis là, tu regardes le software, puis là, j'ai une compagnie qui arrive et qui dit « Hey, ça, c'est vraiment hot. Ils ont une belle traction, une super compagnie et tout. Il y a un gros marché adressable. » Mais ils font une nouvelle technologie pour aider à, mettons, les data centers. Puis là, tu regardes, les data centers, c'est hot. Fait que moi, Marc-Antoine Quentin, je vais regarder ça, je vais dire, ben, tu sais, ça coche plusieurs cases, mais là, leur technologie pour les data centers, pas certain. Que là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? On a un ange investisseur qui vient de rentrer. Mon chum Fabien, lui, il était CTO pour l'Amérique du Nord pour Google, pour déployer les data centers. On va l'appeler. OK? Fait que lui, il était le CTO pour les data centers de Google. Hey Fabien, viendrais-tu analyser cette compagnie-là avec nous en deep dive? C'est une technologie, ils ont développé de quoi pour les data centers? Fabien va nous dire, ça, là, oublie ça, ils sont 5 ans en arrière de tout le monde. Ils sont déconnectés complètement. Ils ont Puis lui, il voit ça en 2 minutes. Lui, il voit ça en 2 minutes ou, hey, ça, c'est next level, ça prend ça, c'est ça. Fait que c'est ceux-là qu'on va mettre, c'est ça la force d'un réseau, c'est qu'on va aller mettre des anges à contribution pour nous aider à dérisquer les investissements. Mais tu sais, Fabien, il m'a donné du temps, puis il est venu. Ça le faisait triper de venir analyser la compagnie puis faire partie d'un deep dive. Si Fabien, je le dérange, je dis « Ah, c'est encore toi, là, tu sais, là, moi, sacrez-moi à paix, puis j'ai pas de temps à mettre là-dedans. » Tu sais, c'est pas mon ICP, mon Ideal Customer Profile que je veux dans mon groupe. Je veux avoir des gens qui sont capables de s'investir parce que ça vaut de l'or pour nous. Moi, c'est le bout que j'ai le plus aimé. On investit, je sais pas si c'était dans la ronde avec Propulso. Oui, On j'en investit profite avec ensemble toi. dans J'adore Propulso. l'entrepreneur. Il y avait quoi, une 18 Ouais, anges à peu près qui ont ouais, embarqué. C'est quand même un projet qui a levé le plus d'argent. Ouais. Chez les anges, avec OQC aussi, qui est le bras droit d'Ange Québec. Mais tu sais, appeler les clients, me rendre à Magog, rencontrer les employés, leur serrer la main, les regarder dans les yeux, voir c'est qui le monde en qui j'ai investi. Moi, c'était le bout qui me faisait le plus triper. Ouais, Bien exact. au-delà du rendement. là. Qu'est-ce que tu as pensé de l'entrepreneur? J'ai adoré ça. T'as adoré l'entrepreneur, Oui, hein? oui. Ben, c'est ça, Angel Investing. Tu bêtes sur le jockey, pas le cheval. Tu comprends-tu? Hey, parlons de Puis ta... en bourse, pour que tu nous disais la C'est différence en différent, bourse, oui. là, tu bêtes sur le cheval, pas le jockey. Ouais. Oui, probablement que tu aimes le CEO dans telle compagnie, mais tu sais, à la limite, il va s'en aller, ils vont en engager un nouveau. Des fois, le stock, il bouge un peu, mais en bourse, tu achètes la compagnie pour son network, son mode technologique, qu'est-ce qu'ils ont fait, puis son réseau de Mais tu distribution. penses-tu qu'il y a encore en Mais bourse, tu sais, tu sais, en techno, tu vas dans une start-up, tu vas investir dans... si Dans tu- Marc-André Dargy. Oui, puis si tu penses que sa techno est hot, mais lui, il est pourri, tu touches pas à ça. Alors Right? qu'en bourse, tu pourrais... Mais tu penses-tu que, mettons, des compagnies comme encore le Meta ou des Tesla, que c'est des Musk ou des Zuckerberg, tu penses-tu que tu achètes encore la personne là-dedans ou tu achètes encore l'infrastructure? Parce qu'on dirait qu'il y en a que c'est tellement, encore une fois, une personnalité, c'est tellement eux qui roulent le show que c'est... Ah, c'est un très bon point que tu amènes. Je pense que dans certaines exceptions, ils achètent encore la personne. C'est des exceptions, par exemple. Moi, c'est un très bon exemple. Je pense qu'ils achètent la personne. Puis tu as le droit de la critiquer. Moi, je serais short sur Tesla, je serais pas in à ce prix-là. là. Je pense que je ferais un meilleur bet en short temps qu'être in. Puis il y en a bien qui me diraient t'es fou de faire ça. Ben, je suis pas un gars qui spécule. Là, fait que, tu sais, juste un exemple. Là, mais si tu me donnais le choix entre shorter et l'acheter, je pense que je le shorterais au prix actuel. Mais là, il y en a qui diraient non, c'est parce que tu connais pas Elon Musk, il va révolutionner. Mais tu sais, moi, ma mentalité d'investisseur value, là, tu sais, le gars, il marche pas sur l'eau, là, puis à ces métriques-là, là, c'est complètement déconnecté. Puis moi, I don't want any part of it. Mais en même temps, investis-tu dans Buffett ou dans Berkshire Hathaway? Tu sais? Dans Berkshire. OK. Je comprends, j'aime Buffett. Je pense qu'il y a un jugement exceptionnel, mais
j'investis pas dans Buffett, même si je garde Berkshire parce que de toute façon, si Buffett, il s'en va, puis il est sur le bord de la sortie, j'aurais déjà vendu mon Berkshire, mais je l'ai gardé. Pourquoi? Parce que ce gars-là, il a bâti une équipe autour de lui. Là. Et la valeur, elle reste là, même s'il s'en va. Là. C'est pas vrai que Buffett, il fait tout encore aujourd'hui à son âge, puis il y a des gens incroyables pour le succéder. Fait que moi, je bête encore sur Buffett en le sens que ce gars-là, il est assez wise pour construire une méga équipe autour de lui. Ça, c'est le bet que je fais. Quand je suis rentré dans Ange Québec, une des premières formations que j'avais suivies, tu l'avais animé, puis tu avais un fichier Excel avec une pondération sur 10 de qu'est-ce que tu juges qui vaut 1 point, 2 points ou 3 points sur 10. Ça m'avait fasciné. Tu peux-tu en parler un peu? Ben, c'est parce que je mettais beaucoup de poids sur le fondateur. Oui, je pense que c'est à peu près 4 sur 10. Oui. Puis la raison pourquoi je mettais beaucoup de poids sur le fondateur, c'est que quand je suis rentré dans Ange Québec, je me suis brûlé sur une coupe de deals que j'étais tombé en amour un peu avec le space, mais le fondateur était moyen. Puis ils sont morts à cause du fondateur. Il n'était pas assez bon. Là, c'est parce qu'il n'était pas assez bon ou pas assez persévérant? Ou? Non, c'est parce que, tu sais, il n'y avait pas ce que ça prenait. Tu sais, exemple, je te donne une compagnie, tu sais, puis encore une fois, je ne ferai pas de nom, mais tu sais, mettons un cas typique, tu arrives dans une compagnie, là, j'avais fait ça dans cet investissement-là, je ne ferais plus jamais ça. Même qu'en rétrospect, je regarde ça, puis je me dis, ça n'avait pas de bon sens avec l'expérience que j'ai acquis, mais dans le temps, bon, la compagnie commence à avoir une belle croissance, ils ont landé quelques beaux gros clients, j'aime la solution qu'ils apportent. Puis là, quand on se fait présenter ça, l'équipe qui a fait la V&D a dit, tu sais, le fondateur, on pense pas que il y a qu'est-ce que ça prend pour être CEO de cette compagnie-là, mais on est allé chercher une personne externe pour être CEO pour la compagnie. Ouh, OK. Solves the problem. Ça fait beau. Hey, good, bon, parfait. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Cette personne-là était plus capable de le piffer après 6 mois, puis elle est partie. Qu'est-ce que tu penses que ça a fait? Parce que l'autre était resté aussi. Ben oui, fait que là, tu comprends-tu? Fait que moi, early stage, là, si le fondateur n'est pas capable d'être le CEO qui run cette compagnie-là, puis que c'est la personne qui rallie tout le monde autour de lui, là, tu sais, moi, je pense que j'investis pas là-dedans. Ça me prend une top équipe. Là. Et souvent, c'est des cofondateurs aussi. Là, ils sont une équipe ensemble, c'est des top. Exact. Là, mais ça, c'était à peu près 4 sur 10. Tu te rappelles-tu des autres pour donner une idée au monde? L'idée ou le produit, le marché? On va regarder des choses, beaucoup les 3 choses qui seraient peut-être un peu des red flags. Admettons, si on n'avait pas ça, on a-tu de l'attraction? C'est une compagnie, ça végète dessus depuis 3 ans. Parce que, pas que moi, je trouve... Des fois, il y a des business que, moi, qui viens d'un milieu traditionnel, je trouve que la croissance est quand même pas pire, tu sais. Puis, je serais content avec cette belle petite business-là puis sa niche de marché. Là, il faut que je me mette dans... On va falloir lever des rondes de financement puis intéresser des VC et tout ça. Fait que je le sais que si on n'a pas une traction intéressante, ça le fera pas. Là, oui, parce que toi, maintenant, tu vends des poêles à bois puis tu fais 15% year over year. Tu dis que c'est une belle croissance. Ben oui, c'est exceptionnel. Moi, dans mon industrie... c'est un lifestyle. Oui, mais tu sais, dans une business de techno, il faut que tu lèves une ronde à une valeur plus élevée et tu t'intéresses des VC américains. Là, c'est pas à 10-15% de croissance par année quand tu pars à 100 000 de revenus. C'est 100 000 de revenus. 300 c'est combien de pourcents? Même si tu avais 20 de revenus à 100 000 de revenus par année, tu vas voir qu'à 20 ça prend du temps avant que tu aies 500 000 pareil. Tu comprends-tu? Fait que là, tu veux voir de l'attraction. Tu veux voir, hey, il y a une compagnie qui vient te voir et dit, j'ai 500 000 de revenus. Ouais, c'est correct. Puis en début d'année, j'ai été à 100 000. Oh. OK. T'es passé de 100 à 500, puis tu t'en vas sur le 1 million l'année prochaine, puis ça va continuer. J'aime ça. Ça, c'est de l'attraction. OK? Fait que tu vas regarder l'attraction. Tu vas regarder le marché adressable. Tu veux créer des entreprises, tu prends du risque. Fait que, tu sais, si tu dis, moi, j'ai une super business, puis j'ai développé un drone qui lave les vitres, tu sais, puis super techno, puis j'ai une super belle croissance, puis moi, à cause que j'ai besoin d'être là, mon marché, c'est Montréal, tu sais. C'est une belle business, tu risques de faire de l'argent à Montréal, good luck with that. Mais tu sais, moi, je regarde une business qui va falloir scaler à l'échelle mondiale, admettons, tu sais. Fait que, tu sais, ça sera... Même si c'est une belle business, c'est probablement pas une business pour du VC, tu sais. Fait que, tu sais, l'attraction, le marché adressable, on va regarder aussi la compétition. Des fois, il y a des gens qui vont arriver et ils vont dire pas de compétition, je suis tout seul à faire ça. Ça c'est un red flag. Tu te mets à checker, puis il y a 15 compétiteurs qui font la même affaire. Tu dis, écoute, OK, c'est quoi tu te différencies, là, tu sais? Puis après, tu vas regarder s'ils règlent, admettons, une vraie solution, par exemple. Si tu veux comme on dit des fois en VC,
tu vends-tu des vitamines ou des painkillers? Moi, je veux les painkillers. Les vitamines, c'est un nice to have. As-tu déjà vu des compagnies qui avaient trop de traction puis finalement se sont quasiment tirées dans le pied ou c'est plus l'inverse souvent qui manque de capital au final? Non, je pense jamais que tu peux avoir trop de traction. Le problème, c'est si tu avais trop de traction, mais c'est que tu fais pas des bonnes marges. Les gens, ils sont prêts à investir dans une business de software, mettons, qu'il y a beaucoup de traction, ils perdent peut-être de l'argent, mais ils font des marges de 70-90%. Puis, même s'ils perdent de l'argent, c'est de l'argent bien investi parce que ça va leur acheter de la clientèle puis des récurrences de software. Fait que c'est comme une annuité. Si tu as le cash, va toujours rentrer parce que tu as vendu des... Fait qu'ils sont prêts à payer pour ça parce que les marges sont là. Puis les gens qui vont les acheter vont les valoriser sur leur nombre d'utilisateurs puis les licences qu'ils ont. Fait que qui brûlent du cash. Mais une entreprise qui brûlerait du cash puis qui fait des marges de 30%. Ou un software gratuit, c'est quand même facile d'avoir de l'attraction. Oui, c'est ça. Fait que là, tu comprends-tu, les gens sont assez wise pour voir... Des fois aussi, c'est quand, avec la croissance, vient un problème de cash flow que tu dois fulfill des commandes. Ouais. Puis là, tu n'as pas cet argent-là. Mais vous, chez Ange Québec, c'est pas tant un problème, dans le sens que c'est rare que c'est des... C'est pas comme j'ai 50 000 T-shirts à acheter pour les revendre. C'est souvent du software. Oui, exactement. Les gens ici n'aiment pas les business traditionnels qui ont du CAPEX. Par exemple, s'il faut que tu achètes des machines, puis ton argent va dans du parce que là, il dit, le cash de ma ronde, s'il sert à acheter des machines puis des immos versus être utilisé pour scaler avec des vendeurs ou des trucs comme ça, développer de la techno puis aller chercher des clients, Puis moi, je viens d'un milieu traditionnel, j'aime ces business-là, puis tu peux voir des très belles business. Juste dans le monde du VC, le cash qu'ils donnent dans une ronde immobilisée dans des machines, c'est très... Ou dans tes poches. Ouais. Ça, tu regardes ça pas mal? L'argent, il s'en va où quand tu t'investis? Ouais, là, normalement, quand on regarde des VD, il faudrait qu'il y ait de la fraude quasiment, là, parce que quand on regarde souvent, puis on arrive avec une bonne ronde, surtout si c'est une ronde en équité, puis tu as un poste sur le conseil d'administration, des trucs comme ça. Souvent, tu vas t'assurer que tu as un contrat d'emploi avec la compagnie, un contrat d'emploi avec le CEO, puis tu vas checker combien il se paye. On est arrivé dans des business, là, je donne des exemples, là, c'est pas nécessairement un cas réel, mais ouais, toi, tu es une start-up, tu veux mon argent, puis tu regardes les salaires, tu te payes 300 000 US. Crime, tu peux-tu me justifier ça? Ouais, ben moi, j'étais chez McKinsey. C'est ça, je gagnais. Là, je pars une business. Je vois pas pourquoi je gagnerais moins. Tu comprends-tu? Ouais, mais c'est parce que là, chez McKinsey, tu étais consultant. Là, c'est parce que tu as 80% de la business. Toi, tu vas passer à la caisse si tu fais une sortie. Fait que là, il faut que tu choisisses. Tu veux-tu être un entrepreneur dans une start-up ou tu veux l'argent du beurre et le cul de la fermière? Là, je veux dire, si la start-up, le cash des investisseurs puis le 300 000 US par année, ça marche pas. Là. Il y a des deals qu'on a refusés carrément sur cette base-là parce que... il y avait comme un fit, ça marchait pas. Là, mais une autre question qui vient en tête, des fois, souvent j'ai l'impression qu'il y a plein de belles business traditionnelles, un peu comme tu dis, qu'est-ce que toi tu fais de ton côté, qui sont peut-être rendus moins alléchantes au niveau des investisseurs, puis on dirait que ces compagnies-là, ces secteurs-là sont délaissés. Est-ce que tu penses qu'au final, il y a plein d'anges investisseurs qui pourraient investir là-dedans, mais qui ne le font pas à cause qu'ils savent que c'est difficile d'aller chercher des exits avec des VC ou des compagnies qui vont venir finalement backer ce style d'industrie-là? Oui, 100%. Il y a des gens, tu sais... Bon, nous autres, c'est quand même un peu différent l'angel investing parce qu'on est plus patient. Là, sans embarquer dans les détails, mais tu sais, souvent dans les fonds de capital de risque, nous autres, on co-investit avec des fonds de capital de risque 80% du temps. Mais tu sais, les fonds de capital de risque vont chercher de l'argent des LP, puis eux autres, ils ont des limites de temps sur leur fonds. Fait qu'ils vont lever de l'argent pour un fonds. Limited partners. Les limited partners des gens qui leur confient de l'argent dans leur fonds. Ouais. Okay? Fait qu'eux autres vont chercher de l'argent des LPs qu'ils vont déployer, admettons, sur 4-5 ans dans leur fonds. Ils vont commencer à faire des exits. Puis dans le Limited Partnership Agreement, l'entente de partenariat, c'est qu'ils disent « Hey, après 10-12 ans, tu me remets mon cash? » T'es obligé. T'es obligé de remettre ton cash. Sinon, il faut que tu leur demandes une période d'extension. Puis, fait que là, t'es obligé d'avoir des sorties. Parce qu'il faut que tu leur remettes le cash. Il faut que ta sortie, tu aies une exit là, dans ta compagnie. Puis
Puis là, ben, tu comprends-tu qu'eux autres qui ont cette pression-là? Nous, comme ange investisseur, on n'a pas cette pression-là. Si la business va bien, puis finalement, elle va sortir en 15 ans, c'est mon cash que j'ai mis là. Je serais content qu'elle fasse une sortie, mais je dois pas... faut pas que je reprenne l'argent et je remette quelque chose à quelque chose. Fait qu'on a la tendance d'être un petit peu plus patient. Pour répondre clairement à ta question, le lien que je fais avec ça, c'est que quand tu arrives dans des dossiers VC, c'est que tu vas regarder ta stratégie de sortie. Va-t-il avoir des gens pour acheter cette compagnie-là, puis ça va-tu être sexy? Parce que si j'ai pas des bons acquéreurs ou j'ai pas une bonne stratégie de sortie, je vais être pogné avec ça. Puis là, moi, je vais avoir la pression des LP. Puis même si nous autres, les angel investing, c'est moins une pression vu qu'on co-investit tout le temps avec des VC. Bon, on sait bien que ces VC, on co-investit avec eux, puis ils ont cet enjeu-là. Fait qu'eux autres, c'est sûr qu'ils vont le regarder. Si tu penses à ton pire investissement en bourse, étais-tu pire que ton pire investissement en start-up? Non, j'ai perdu 100% de mon argent dans les deux cas. La différence, c'est que... Dans les deux cas. La différence, c'est la somme. Oui, exactement. C'est que là, vu qu'il faut que je rentre dans Québec avec un ticket minimum de 25 000, j'ai perdu 25 000 dans la bourse, j'aurais bien pu... je vais te donner un exemple. Puis moi, je suis un gars value en bourse. J'investis dans des stocks, admettons, que je vais probablement garder forever, tant que l'histoire est bonne, qui payent des bons dividendes, des compagnies qui ont un bon historique de croissance et tout. Puis, tu sais, des fois, tu vas faire des petits bets parce qu'il y a un hype sur une industrie, puis là, ça va être des petits montants. Un que je me rappelle, tu sais, quand le lithium commençait à être le new gold, là, puis j'avais investi dans Nemaska Lithium après un petit ticket là-dedans, peut-être 2-3 000 piastres. Tout perdu dans Nemaska. Mais c'était 2-3 000, je pas à la fin du monde. Mais tu sais, quand il faut que tu rentres avec des tickets de 25 000, c'est chiant, perdre ça. C'est chiant. Ça dépend toujours de tes actifs, là, mais moi, ça me fait mal, là, encore. Ça me tente pas des perdre. Mais de l'autre côté, as-tu eu des 10X, des 100X? J'ai pas fait de sortie encore. OK. J'ai comme 2-3 compagnies que là, c'est évident qu'ils vont faire des sorties dans les 2-3 prochaines années là, que tu vois qu'ils sont rendus là. Puis la moyenne des sorties, c'est entre 7 et 9 ans à peu près, quand on regarde les statistiques. Fait que, tu sais, moi, ça fait 6 ans que je fais du angel investing. Je suis dans ma 6e année. Fait que, tu sais, je suis comme dans le pattern, là, que c'est normal que je commence à avoir des patterns de sortie. Fait que, tu sais, je suis pas... je trouve que, tu sais, je suis rendu assez loin dans... Moi, j'ai fait comme un fonds, fait que j'ai déployé pendant 4-5 ans. Je me suis gardé de l'argent pour des réinvestissements. Je vais faire mes sorties d'ici jusqu'à la 10e année, puis je vais recycler le capital, puis là, je vais réinvestir ça. Puis là, j'ai assez d'expérience à présent que je sais que j'ai des winners dans mon portefeuille. Au moins, j'ai des winners. Là, j'avais tous des losers après 6 ans. Mais tu étais extrêmement actif, pareil. 30 ans. Comme un fonds d'investissement, je me dis, c'est 25 ou 27 exactement. Okay. Là, on a tendance à arrondir vers le haut. Moi, j'ai tendance souvent à dire 25 parce que j'aime mieux... Mais c'est 27, mais il y en a 2 qui sont mortes. C'est 27, puis il y en a 4 qui sont mortes là-dedans, je pense. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai fait comme un fonds d'investissement. Je m'étais informé comment ça fonctionnait, tu sais, l'angel investing. Puis, je me rappelle à QC Capital, il y avait quelqu'un là-bas qui m'avait dit comment ça marchait, les fonds d'investissement. Puis, il a dit, hey, si tu veux te faire comme un fonds d'investissement, tu devrais avoir 20 à 30 compagnies, c'est le sweet spot. Déployable pendant 4-5 ans. Après, réinvestir dans tes winners, là, tu vas faire tes sorties, puis là, tu feras comme un fonds, puis tu recycleras ton capital. Après, moi, j'ai pris ce modus operandi-là. Depuis que tu as investi, comment est-ce que tu trouves que ta capacité, mettons, à trouver des meilleurs secteurs, des meilleures compagnies en bourse, ça a augmenté ou tu peux pas vraiment dire qu'il y a un lien entre les deux? Tu n'évalues pas de la même façon. Le lien que je fais, par exemple, qui m'allume sur des business en bourse qui sont plus avancés, c'est que c'est drôle parce qu'on ne voit que des business de tech. Des pitch decks de tech, là, j'en vois 10 par semaine. OK? Mais là... Tu regardes toutes? Ou l'équipe qui est... L'équipe les regarde, mais moi, j'ai même si comme PDG dans Québec, j'ai job administratif, je suis ange investisseur à la base, ça que j'aime ça regarder. Moi, j'aime ça être ces comités d'investissement. Ces comités, les réunions de comités d'investissement, c'est les réunions que j'aime le plus dans ma job, parce que là, on voit les compagnies puis les fondateurs. Puis là, c'est tous des business de techno. Fait que on dirait que tu vois en amont toutes les trends de techno. Qui s'en vont vers. Qui s'en vont vers. Fait que là, tu es capable de faire des liens et dire ça, c'est hot, ce secteur-là. Mais là, il y a des compagnies publiques qui sont déjà dans ce secteur-là ou des compagnies émergentes que tu es capable de dire ça, c'est vraiment un secteur porteur. Puis là, parce que tu as comme des indications que tout s'en va vers. Tu sais, avant, les AI, là, oui, c'est un buzz, mais là, qu'est-ce que ça va faire vraiment, les AI? Mais là, quand tu vois toutes les startups qui développent des AI, tu dis OK, c'est capable de faire ça. OK? Puis ça va influencer ça. Ça veut dire que ce secteur-là, ça va être un rocket ship. Puis là, tu es capable de faire des liens, puis des fois, spotter des tendances. Tu pourrais dire telle compagnie publique est déjà outdated parce que je vois. Ça pourrait être ça aussi. Oui, okay. Ou des fois, ça va être des tendances macro. Qu'est-ce qui. Tu sais, avant, là, exemple, je comprenais peut-être moins
les data centers, admettons, pourquoi il va y avoir tant de data centers, là, mais là, quand tu regardes toutes les startups avec comment ils font leur computing, puis ce que ça prend, tu te dis, Colin, les data centers, c'est vrai que ça va être capoté. Je vois comment l'AI, c'est tellement en demande, puis tout le monde fait du computing, que là, c'est exponentiel. Qu'est-ce qu'ils ont besoin comme computing power? Là, les liens que tu fais, computing power et électricité, les utility companies là, qui vendent de l'électricité, eux autres, là, les prix vont monter. Puis, qui est un secteur assez stable. Qui est assez stable. Qui donne des mais dividendes. j'ai peut-être augmenté. Moi, je suis surpondéré utility company depuis 4-5 ans à cause de ça. Oui, qui est un secteur qui vend des choses, mais je me suis surpondéré là-dedans. Je pense qu'ils ont des super belles années en avant d'eux. Tu dis que tu lis 10 pitch decks par semaine, ça veut dire que vous ne recevez plus que 500 par année chez Ange Québec? Oui, puis quand je te dis j'ai lu, c'est un gros mot. Je dis déjà à mon équipe que c'est inacceptable comment j'arrive pas préparé au comité d'investissement parce que je devrais tout avoir lu puis poser les bonnes questions. Mais là, c'est parce que j'ai comme été un petit peu débordé depuis mon arrivée. Mais tu sais, on devrait voir au moins, tu sais, des fois minimum 5, 10, des fois maximum à des compagnies à regarder l'information, les red flags, les deals qui rentrent dans le deal flow. Mais, tu sais, des dossiers, là, on arrondit encore une fois sur le haut, on dit qu'on en regarde à peu près 1000 par année, là, mais mettons 800 dossiers qui nous rentrent là, par année. Soumis de start-up du Québec. Oui. Puis il y a là-dedans que tu élimines rapidement, là, parce qu'à travers les mailles du filet, quelqu'un qui a appliqué sur le site d'Ange Québec qui veut partir à un restaurant, puis là, t'es comme, non, on n'est pas là-dedans. Là, mais, puis après, ben, tu sais, de ces, mettons, 800-là, il y en a peut-être 30 qui se rendent à vraiment à la fin où on serait prêt à faire un deal avec eux autres, puis tu finis par en faire peut-être avec une vingtaine. Mais, fait qu'en gros, je pense que c'est en ligne avec les statistiques du VC, là, c'est à peu près moins de 2% des entreprises qui se font financer de start-up qui... Oui, parce que moi, je fais partie d'Ange Québec, puis j'en vois peut-être 60, 70 par année. Ça veut dire que de ce 800-là, ça a été filtré à moins de 10% qui est présenté aux anges. Oui, puis il y en a beaucoup qu'on te présente sur la plateforme des Loms parce qu'on veut l'opinion des anges, tout ça. Puis suite à, qu'est-ce que tu disais, mon exemple, là, on se maque des anges, puis on regarde la techno, puis il y en a beaucoup qu'on kill là parce que finalement, on trouve que on a pris des anges expérimentés qui connaissent la techno, puis on regarde en dessous du capot, ça, c'est pas une... Finalement, on pense pas que le deal est aussi bon, puis on le laisse passer. Fait que moi, je parle, c'est encore plus restreint, ceux qui arrivent ou que ils présentent au cercle d'investissement, on a des termes, on a un deal, puis on dit, là, on est prêt à investir, c'est quoi ton intérêt? Parce qu'on a un term sheet qui est accepté, ils nous prennent dans ronde, nos termes, tu sais, ça, c'est moins de 30 par année. Oh, wow. Qu'est-ce qui manque au Québec dans l'écosystème pour avoir un autre Lightspeed, Shopify? Pourquoi on n'a pas de compagnie publique? C'est drôle, j'avais une discussion avec d'autres dont on investit beaucoup avec AQC Capital. J'avais une discussion avec Serge Beauchemin là-dessus. Puis, je pense que lui il avait lu des choses plus scientifiques là-dessus, avec du data, là, mais je vais prendre ce qu'il m'avait dit puis le vulgariser un peu sans avoir vu les données. Là, mais je trouvais que ça faisait vraiment du sens. Je pense qu'on a tout au Québec en ce sens que on a l'université, c'est très dynamique pour aller chercher de l'argent, pour les startups pour aller chercher de l'argent. Des fois, tu aimerais ça avoir des plus gros fonds de capital de risque au lieu d'aller aux États-Unis quand tu es rendu à des rondes d'1,5 ou 2 millions US. Mais tu as quand même des gros fonds comme Innovia là, qui sont top au Canada, qui ont 3,5 milliards d'actifs sous gestion puis qui vont aller financer du capital de risque. Mais je pense qu'une des différences, c'est qu'il y a peut-être des fondateurs qui vont sortir avant de se rendre là. Puis, exemple, admettons que toi, tu as parti une start-up, puis tu as 20% de la compagnie, puis tu as quelqu'un qui veut t'acheter pour 100 millions. Tu caches 20 millions au closing, tu payes tes impôts, tu as des exemptions de gain en capital, mais admettons qu'on oublie ça, tu payes 20 millions, tu payes 10 millions d'impôts, il te reste 10 millions de poches, 10 millions net dans tes poches. Christy, t'es content. S'il te restait bien du risque, puis t'étais pas sûr de voir qu'il y a quelqu'un qui t'arrive pour 100 millions, là. Au Québec, là, à 10 millions, t'es assez riche, là. Il y a bien du monde qui c'est un life changer. Tu comprends-tu? Ça change ta vie. OK? Si t'es dans Silicon Valley, là, puis t'arrives ça, puis même si on met ça en US, t'as 10 millions US, là, puis t'es dans Silicon Valley, là. Christy, t'es pauvre, là. OK? Puis t'es pas dans le boys club, là. Puis tu penses même pas de le prendre. Tu comprends-tu? Tu dis, tu sais, moi, c'est 500 millions ou 1 milliard ou rien, là. Tu sais, parce que moi, je veux être avec la gang du, tu sais.
Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu rentres pas au country club Non, à c'est 10 ça. millions. Non, c'est ça. Tu Fait joues que- même pas au golf. Fait que là, tu continues, tu prends le risque, puis là, tu vas à l'IPO, puis là, tu caches. Tu comprends-tu? Parce que toi, tu sais, fait que c'est comme... la C'est le gap. Ouais. Je pense qu'il y a un gap entre tu sais, ce qu'on est prêt peut-être à sortir plus vite quand tu es fondateur au Québec, parce que c'est plus life changer, plus early que ça le serait dans d'autres endroits. Là, tu sais. Complète la phrase, c'est un petit jeu que je te propose. Ouais. La plupart des fondateurs échouent non pas à cause de 3 petits points, mais à cause de 3 petits points. Non pas à cause d'une mauvaise idée, mais à cause d'une mauvaise exécution. Tout est dans l'exécution. C'est pour ça qu'on met un bet en early stage sur les bons fondateurs. Parce que tu peux avoir un excellent fondateur avec une idée pas pire. Puis au pire, il va pivoter puis il va trouver l'angle. C'est ça? Mais une excellente idée avec un pas bon, t'iras pas nulle part avec ça. Il n'y a rien que tu peux faire. Tu peux pas le faire pivoter. T'es pognant avec. T'sais. Encore une fois, tu bêtes le jockey, pas le cheval. Tandis qu'en bourse, peut-être tu vas bêter sur le cheval. Nomme-moi une statistique que personne connaît sur Ange Québec et qui me fait dire « Damn! Ben, tu sais, il y a des statistiques quand même assez importantes. Quand je vous disais qu'on co-investit, puis tu sais, Ange Québec a été fondé en 2008. Quand je dis qu'on co-investit avec des anges, avec d'autres entreprises, là, tu sais, dans un round de financement, on va co-investir, mettons, avec AQC Capital ou avec d'autres fonds. Quand on regarde ce que Ange Québec, avec ses partenaires, ont déployé depuis 2008 dans les startups du Québec, on a dépassé le 1,3 milliard. Wow. C'est beaucoup. Du cash. Puis Ange Québec tout seul, ça a dépassé le 200 millions. » Quand tu dis tout seul, parce que AQC est le bras droit avec Parce ça. que des fois, on co-investit avec des Ouais, c'est partenaires. ça. Fait que, mettons que c'est une ronde de 1 million, admettons. Tu sais. Ben, peut-être que, admettons, AQC Ça en prend beaucoup de 25 AQC 000 va mettre de un rendre chèque un de 500 000. Ouais. Nous autres, on va mettre 300 000. Puis il y a un autre partenaire qui va mettre 200 000. On comble la ronde de millions. Là, tu sais. Fait que nous et nos partenaires, plus d'1,3 milliard. Puis nous, tout seuls, là, si tu fais la somme des 200 000, des 300 000 depuis 2008, c'est plus de 200 millions. Là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est quand même... c'est du cash, de l'argent privé. Là. Les gens qui ont fait ça, ils n'ont pas eu de crédit d'impôt, ils n'ont pas eu... la seule affaire qu'ils ont eu d'incentive, c'est que si tu perds ton investissement, au pire, tu peux claimer ta perte contre tes autres revenus. Mais c'est à peu près la seule Ou un consolation. petit cocktail avec des bouchées. Oui, c'est ça. Ouais, t'as eu des cocktails avec des bouchées. Mais c'était le fun. Puis, Ouais, c'est coûté ça. cher la bouchée, Ouais, c'est ça. Ça revient cher à la bouchée, mais... On dit que 25 000, c'est le minimum. C'est quoi le chèque moyen à peu près pour... Ben, c'est pas loin de 25 000. Je pense que ça tourne peut-être plus aux 30-35 000. Pourquoi? Parce que les gens ont compris qu'ils veulent une diversité. Fait qu'il y a mieux faire le minimum dans beaucoup de compagnies que faire des gros bets dans peu de compagnies. OK? Puis Puis en rajouter plus tard. oui, exact. OK. Puis, mais t'en as quand même que, tu sais, c'est pas... c'est une moyenne, ça, parce que si tu regardais qu'est-ce que les gens mettent dans un deal, ben tu verrais plein de 25 000. Puis là, t'as 2 personnes ou une personne, un 150 000 de lui, un 100 000 de lui. Puis ces anges-là mettent souvent 100 000, 150 000 dans chaque deal, puis ça fait 30 deals qui font comme ça. Là, tu sais. C'est juste des gens qui ont des plus gros net worth. C'est juste qu'ils sont beaucoup plus riches que les autres. Tu sais, nous autres, ça varie. Ça, des gens, ils font pas pitié personne. Mais tu sais, il y a des gens qui ont fait des grosses fortunes, qui ont beaucoup d'argent, fait qu'eux autres, tu sais, mettre un 150 000 dans 30 deals, il reste qui sont à 5 de notre net worth, puis ils s'en font un peu. Fait qu'il y a des gens qui font monter un peu la moyenne parce qu'ils mettent des gros tickets, parce qu'ils peuvent se le permettre. L'affaire que je me demande, ça fait un petit bout. Là, il y a 2 affaires que j'avais remarquées dernièrement. Est-ce que tu trouves qu'avoir le bras droit du CEO, c'est aussi important que le CEO en tant que tel ou la personne qui est pitching? Ou souvent, est-ce que tu remarques que des fois, s'il y en a que c'est des frères et des sœurs qui travaillent ensemble, ça fait une meilleure équipe? Tu sais, toi, tu travailles avec ton frère, puis on dirait que j'en ai tellement vu dans la dernière année qui travaillent ensemble, des frères. Puis là, moi qui bâtis mes trucs, puis je suis comme, l'affaire que je trouve le plus difficile, c'est de faire confiance à quelqu'un qui est à côté de toi. Tu sais jamais c'est quand il va te backstabber, on dirait. On dirait que quand c'est ton frère ou ton soeur, j'ai l'impression, moins de chances que ça arrive. Ouais, écoute, j'ai pas de statistiques là-dessus, puis j'en ai peut-être pas su. Je pense pas que j'ai investi dans aucune business. C'est un frère et une soeur. Fait que, j'ai pas À part la tienne. Ouais, c'est exact. Puis je me suis jamais pogné avec mon frère en 25 ans. Là, fait que, on a super une bonne entente. Fait que nous autres, ça a bien fonctionné, mais on a vu des business familiales qu'un, il a racheté l'autre parce que la chicane a pogné. Là. Nous autres, c'est parce qu'on était vraiment complémentaires, qu'on se marchait pas ses pieds, puis on se faisait confiance. Mais, tu sais, fait que frère et sœur, peut-être, mais je pense que, tu sais, il y a beaucoup de business
que c'est des cofondateurs. C'est une équipe de 3. Puis ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'ils sont complémentaires. Tu sais, souvent, c'est clair que la personne joue le rôle du CEO d'un 3, pas parce que c'est la plus intelligente, parce que c'est la personnalité pour être CEO dans la compagnie, tandis que l'autre personne, c'est le CTO parce que c'est le geek dans l'histoire, puis tu as besoin de ça. Puis on va regarder la chimie entre les cofondateurs, puis souvent, ça va être un positif parce qu'on va se dire, hey, une personne seule dans ce business, mais ce team-là, avec les compétences complémentaires qu'ils ont, ils ont un trio malade, tu sais. Tu mieux un trio ou un duo, selon toi? Ouais, tu sais, le rendu là. Ça dépend de la Mais techno, tu c'est sais. un one-man show qu'une équipe de 2-3 fondateurs. C'est quoi qui est mieux là-dedans, selon toi? Ouais, ben, je peux pas te dire qu'il y en a de mieux. Ça dépend toujours de la business, tu sais. Si c'est juste un CEO, tu sais, puis une personne, un fondateur, puis ils ont vraiment une technologie, puis il est capable de s'entourer des bonnes personnes à mesure qu'il grossit. Mais tu sais, c'est une business qui a vraiment une technologie assez deep tech, puis tu sais, là, ça va scaler rapidement, puis tu as besoin d'être un top en go-to-market, puis il faut que tu sois un top dans la techno. Tu sais, c'est difficile de trouver le fondateur qui est capable de tout porter ces chapeaux-là. Je vais être le meilleur vendeur pour la compagnie. En plus c'est moi qui va coder, c'est moi qui va. Tu sais, fait que des fois, c'est pour ça que tu as des équipes de fondateurs. Puis ce que les gens aiment voir, des fois, parce que je pense qu'il y a des stats là-dessus que j'ai pas des chiffres précis à vous donner, mais tu sais, tu vas tout le temps avoir un peu un hype quand c'est des ex-founders. Tu sais, des gens qui ont fait une sortie. Exemple, on a investi dans une compagnie dernièrement que les personnes, c'était des ex-dialogues. OK? Puis là, qui a fait un IPO. Puis les autres reviennent avec une plateforme dans le digital. C'est sûr que ça a joué dans la valo, qu'ils sont capables d'aller chercher. C'est 100%. Parce que les gens, ils disent, eux autres, ils ont passé au travers, sont top, ils savent qu'est-ce qu'ils font. C'est sûr que ça va créer un hype. C'est sûr, c'est pas basé sur des chiffres, mais c'est de la psychologie. Ouais. Investirais-tu, mettons, dans un ex-Uber qui arrive avec un PDF? Tu veux dire un PDF, genre une présentation? Pas de produit, là. Pas de produit? Un PowerPoint, mettons. That's it. C'est tout ce que j'ai. Je suis pre-seed. Ben, écoute, moi, je mets ça dépend c'est quoi son idée. OK. Puis ça dépend combien il me demande pour la valo. S'il me dit, j'ai une super idée, je suis un ex-Uber, ça va marcher, j'ai pas de revenus, je suis allé taper MVP ou même pas. Puis ceux qui rentrent early, c'est une valo d'1 million. Là, ça a l'air gros, là, mais c'est pas gros dans le monde du VC. Avec un PowerPoint, c'est mais il y gros. en a qui arrivent avec des PowerPoint parce que c'est des ex, puis c'est quoi ta valo? T'avais-tu une attente de valo? T'sais? Rien en bas de 20 millions. Fait que t'es comme, OK, ça va être correct. Good luck with that. Mais ça, c'est pas pour nous. Là, parce qu'il y en a qui, à un moment donné, il faut pas être stupide. Là. Quand j'ai commencé à investir, je trouvais que tout était trop cher. Ouais. Parce que je comparais au marché public. Je disais, Ouais. voyons donc, 5 millions. Je dis, donne-moi une fin de semaine avec 2-3 personnes, on recrée ça. Là, je pensais de même. Puis, je sais pas si c'était Maxime Jean ou un autre beaucoup plus expérimenté que moi, il m'avait dit, l'important, c'est pas combien tu payes, c'est combien que le prochain va payer. Ça me surprend pas de Maxime Jean. Lui, C'est-tu de même le marché public? Après, ça m'a fait voir les choses différemment. Ouais. Ben, tu sais, il y a toujours des limites à ça quand même. Mais oui, c'est vrai. Puis moi, avec, qui vient d'une business traditionnelle, qui a acheté des concurrents et tout. Moi, dans mon industrie, si tu fais pas d'argent, tu fais au zéro. Là. Mais Parce non, que mais je t'achète sur un multiple de BAYA moins ta dette. Un BAYA négatif, tu peux multiplier par combien que tu veux, ça donne toujours bien un chiffre négatif si mes maths sont bons, là, tu sais. Fait que ça vaut toujours bien zéro, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, il faudrait qu'ils me payent pour que je les achète, là, tu sais. Fait que ça, c'est... Moi, je viens de ce background-là. Fait que moi, j'ai pogné un 2 minutes, comme toi, quand je suis arrivé, puis j'ai vu, OK, toi, t'es pré-revenu, puis t'as 300 000 de revenus, puis quoi, ça vaut 5 millions, cette affaire-là, tu sais. Ouais. Mais c'était un vrai deal, je n'aimerais pas, mais finalement, j'ai investi. Puis je pense même que tu as investi. Ah ouais, bon, good. On a-tu C'est perdu une bonne compagnie. l'investissement? Non, ça va super bien. Ah, OK, good. Ils sont sur le bord de lever l'autre ongle. Il dit, OK. OK, good. Il est pas au courant. Ouais, mais là, tu me dis pas c'est qui. J'en ai fait 27, là. Je veux dire, laquelle? J'ai juste fait 3. OK. Ben, je sais pas les trois. Tu m'as dit Propulso, mais je sais pas les autres. Ah, c'est trop bon. Fait que là, mettons, nous autres, on se fait un pitch deck. On arrive, on pitch sur un PDF. Moi, j'ai déjà eu un exit. On a-tu des chances de lever de l'argent? Ben, tu sais, tu devrais le faire avec ton podcast. Tu donnes faire croire que tu es une compagnie de VC, donne-toi un nom. Ah oui, Puis, puis je me présente. Ouais. Ah, c'est Tu fort. te présentes. Puis là, tu sais, tu vas regarder live c'est combien que les gens vont être capables c'est trop fort. de donner. Puis, Fake it till you make it. ouais. Puis là, on regarde ça, puis tu vas chez Ange Québec Undercover. là.
sais, puis on filme tout à la mais les chances que je passe à travers le 800 si je suis undercover, Ouais. c'est pas mon nom. Non, mais là, moi, je pourrais peut-être essayer de te faire passer à travers les cracks. Ça, c'est le J'ai- PDG ça qui dit serait- ça. Non, mais là, c'est stagé. Là. Oui. Puis là, ceux qui t'annoncent ça, on présente ça à l'équipe d'Invest, puis t'arrives avec une affaire, puis check bien ça, tu sors avec une valo de 5 millions. Ça serait fou. Ça On serait essaie. dur à leur faire passer. On J'ai essaie. peur de le faire parce que tout d'un coup, ils disent oui, je vais dire. Hey, merde. je vais être obligé de le faire. Tu sais, s'ils disent oui, si j'ai l'argent, j'ai comme pas le choix de le bâtir. En terminant, y a-tu une question qu'on te pose jamais, mais que tu voudrais que je te pose? Une question que tu me poses jamais, je voudrais que je te pose. C'est une bonne, celle-là. Hein? Ouais. Une question, on m'en a posé beaucoup. Moi, j'en ai une. Vas-y. À quel âge t'as perdu tes cheveux? Tôt quand même. Je pense que je commençais à me faire écœurer par des chums à 3e année d'université. là. Je devais Ouais. avoir 22, 23. À peu près comme moi. Ouais, mais toi, Ouais. t'as tous tes cheveux, non? Non, j'étais allé en Turquie. En Turquie. Une greffe. Ah oui? Ouais. Sérieux? Ouais. OK. Mais là, toi, il est trop tard. Non, mais moi, ça m'a jamais dérangé. Non, je sais, mais moi, ça me dérangeait. Ah oui, ça Ouais. dérangeait. Moi, ça m'a jamais dérangé. Mais ça paraît pas, ils ont fait une bonne job. Ouais, Mais, ils sont bons. mais moi. C'est des startups, d'ailleurs, si tu veux investir. Il y en a plus Ah. que des pizzerias quand tu Moi, regardes ça sur me, Google ça me Maps. dérangeait pas, honnêtement. Même que je le tourne. Tu sais, quand je suis un entrepreneur, j'aime ça tourner les affaires au positif. Fait que je me suis dit, Caroline, pas besoin de shampoing. Moi, la barre de savon, elle lave tout. Tu sais. C'est simple, pas besoin de me peigner, tout ça. C'est vrai. Tu sais, il y en a qui ont des formes de tête, tu sais, weird, là, fait que pas de cheveux. Ouais. Moi, c'était pas si pire que Ah, ça. toi, ça te va bien. Tout ça, c'était correct. Fait que le seul des avantages, c'est que c'est froid en tabarnouche l'hiver. C'est là que tu vois que les cheveux, ça sert à quelque chose. Là, l'hiver, moi, il faut que j'aille une Ah, mais quand t'as des faux cheveux, ben, c'est des vrais, mais plantés, Ouais. ils Mais ça doit t'interdisent de mettre une tuque. Ouais. Tu iras skier, toi, de même. Fait fret. Ah oui, OK. Ah bon. ouais. Ben là, Tu dois te mettre dessus. Ben, en théorie, mais hey, moi, c'est ce que j'ai toujours aimé de toi. On se connaît depuis 2 ans, peut-être. Tu vois toujours le verre à moitié plein, puis j'adore des gens comme toi. Merci beaucoup d'être Hey, venu. ça m'a fait plaisir, c'était vraiment cool. Puis, Un mot de la fin, peut-être, pour ton tu veux-tu- show. Je vois que tu as un beau T-shirt. Oui, exact. Ben, c'est ça que BNC. je voulais plugger, notre nouveau commanditaire qu'on vous a dit en intro. Merci à BNC et BNCD. Si jamais vous avez un compte chez BNC ou même si vous n'avez pas de compte, ouvrez-vous un compte sur BNCD, qui est une plateforme exceptionnelle à 0% de commission et que tu utilises. Oui, moi, avant, j'utilisais des plateformes qui chargeaient des commissions pour les trades. Puis quand ils ont sorti BNCD, j'ai tout switché à BNCD pour faire mes propres trades. Je ne paye pas de commission, mais pour avoir été sur BMO Investors Line, même si c'est des propres plateformes et tout, leur plateforme, c'est une des meilleures plateformes pour. Tu sais, elle va vraiment bien, c'est top, j'adore ça. Puis pas de commission, fait que je vois pas. Honnêtement, je comprends pas pourquoi d'autres gens payent encore des commissions pour trader des actions puis des FNB. Je veux dire, faudrait qu'ils me donnent une vraiment bonne raison, mais je les vois juste pas. Hey, c'est le meilleur vraiment- pitch deck Ouais, que c'est tu as pu très- me faire. c'est très Non, bon. mais c'est vrai, là, je dis pas ça. Moi, ils me donnent pas d'argent. Non, mais BNCD, c'est moi qui là. cache la commission, mais c'est toi qui fais le pitch deck. Non, mais ils ont vraiment une bonne plateforme. Moi, je les adore. Merci, Marc-Antoine. Hey, ça m'a fait plaisir. Merci au studio, bien entendu.